c'est good. Bon, super. On va partir sur une interview longue durée avec Xavier Hofer pour parler de 2 affaires. Je le rappelle, le braquage au musée du Louvre et le procès de Dabia Ben-Kired. Nous sommes au 3e jour aujourd'hui et c'est parti pour la frontale. Frontière, la matinale, l'interview frontale. Alors, est-ce que Xavier Hofer est avec nous? Bonjour, monsieur Hofer, merci d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors, moi, je ne vous entends pas, donc j'attends d'avoir un petit retour de son. En tout cas, pour rappeler à nos auditeurs, vous êtes criminologue et c'est la raison pour laquelle nous vous recevons ce matin. Est-ce que, Pierre, on peut avoir le retour son pour entendre Xavier Hofer? Est-ce qu'on peut vous entendre? Moi, je vous entends fort bien. Merveilleux, je vous entends enfin. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, alors même à distance. C'est un plaisir de vous avoir pour parler de ces actualités qui, il faut le dire, ébranlent les Français, autant dans leur cœur aussi que dans leur histoire, avec le braquage au musée du Louvre. Pour rappel, ce week-end, un braquage qui a duré 7 minutes chrono, un braquage historique, un récit qui est aussi bouleversant, avec de nombreux joyaux qui ont été dérobés. Première question que j'avais envie de vous poser, est-ce que c'est du déjà vu un braquage? Est-ce que vous trouvez déjà que c'est professionnel? Parce qu'on entend Rachida Dati dire que c'est un braquage de professionnel. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais d'abord vous demander 2 minutes pour qu'on complète ce qui a été dit tout à l'heure sur la censure médiatique. Complètement, avec plaisir. Sur un point important. Ça ne marche jamais et ça n'a jamais marché dans l'histoire. Jamais. L'Inquisition n'a pas empêché la réforme. Tout le pouvoir soviétique n'a pas empêché les samizdates et les gens de s'informer. Ceux qui tentent des censures pareilles, quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit la période, ça ne fonctionne pas pour une simple raison qui est philosophique, c'est que tout ce qui circule sur la planète a besoin d'une force. C'est-à-dire, quand les branches des arbres bougent, c'est parce qu'il y a du vent. On voit les branches des arbres bouger, mais on ne voit pas le vent. Quand il y a des papiers qui bougent sur la mer, c'est qu'il y a un courant. On voit le papier bouger, on ne voit pas le courant. Et pourquoi? Parce que dans l'aventure humaine complète, depuis Cro-Magnon jusqu'à aujourd'hui, la pensée humaine a une caractéristique unique. La pensée avance sans force. Il n'y a pas besoin de force. Elle passe d'un cerveau à l'autre, elle passe d'une bouche à l'autre, et quelles que soient les censures qu'on applique, ça ne marche jamais. Alors bien entendu, il faut se battre, mais ce que font les censeurs revient à appuyer un couvercle sur la marmite et à contribuer ultérieurement à son explosion, à leurs dépens, ainsi qu'on l'a toujours vu. Donc, évidemment, battons-nous, imposons nos idées, permettons-leur de rayonner, mais que les censeurs sachent que ça ne fonctionne jamais. Dans l'histoire, ça n'a jamais fonctionné. Donc, commençons par quelque chose d'un petit peu rassurant. Ce que vous dites finira par trouver sa voie et ça finira par aller toucher des gens de plus en plus largement, puis ces gens se parleront entre eux. Et à la fin, comme on l'a vu en Pologne, à la fin du régime communiste, il suffira qu'un homme, le pape, s'adresse à une foule immense et dise « N'ayez pas peur » et tout s'effondre, parce que tout était miné de l'intérieur, parce que la pensée avait déjà circulé. Donc, rassurons-nous un peu, battons-nous, mais rassurons-nous un peu avec ça. Ça rassure, maintenant, effectivement. voilà, je vous écoute et parlons effectivement des affaires criminelles de ces temps derniers. Je pense que dans un premier temps, il faut élargir la focale. On ne peut pas se focaliser sur un acte de 7 minutes à un moment précis. L'acte en question, il a une genèse, il a une origine. Jamais, là non plus, dans l'histoire criminelle, la génération spontanée n'existe pas plus qu'en biologie. C'est-à-dire que quand un acte tel que le braquage du Louvre est commis, des circonstances sont là qui permettent que cet acte a été rendu possible. Donc, si vous voulez, on va commencer par ce qui fait que le braquage du Louvre a été rendu possible. C'est d'abord l'impéritie des différents gouvernements que nous avons eus. Depuis plusieurs années, alors que le ministère de l'Intérieur est le plus terrible des ministères de la Ve République, car en réalité, c'est 3 ministères en un.
ministère de la Sécurité, ministère des cultes aussi, et on sait qu'on a quand même certains problèmes d'islamisme en France, s'agissant d'un des cultes au moins présents sur le territoire français, et troisièmement, le ministère de l'administration territoriale, les préfectures, etc. Ce ministère, j'ai déjà parlé à des ministres, c'est le plus dur, c'est celui qui est le plus difficile à maîtriser. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années qui viennent de s'écouler? Monsieur Macron, le président de la République, a toléré qu'en fait, on ait des ministres de la justice et des ministres de l'Intérieur qui soient des ministres à mi-temps. Cet été encore, Monsieur Darmanin, qui est garde des Sceaux, faisait sa petite tambouille électorale, faisait des petites conférences. Monsieur Retailleau se faisait nommer président des Républicains. Et on ne peut pas être ministre de l'Intérieur et ministre de la Justice, c'est-à-dire les ministères régaliens. On ne peut pas être ministre à mi-temps ou à tiers-temps ou à quart-temps, car le milieu criminel observe le monde officiel, il observe ceux qui sont capables de le réprimer. Et ce milieu criminel, il a des complices, il a des sources, il achète des gens, il a des avocats. Donc il sait bien mieux ce qui se passe au niveau de l'appareil d'État que l'appareil d'État ne sait ce qui se passe chez les criminels. À partir du moment où, c'est un proverbe de la France séculaire, quand le chat n'est pas là, les souris dansent, eh bien pendant que le chat Retailleau ou que le chat Darmanin était en train de danser dans des affaires politiques qui les concernaient personnellement en vue d'une hypothétique campagne présidentielle, eh bien, les souris ont dansé. Et voilà. Et une des conséquences de cette impéritie officielle qui n'a pas su mater comme elle devrait le faire, le milieu criminel, en sanctionnant des crimes et en poursuivant des malfaiteurs, eh bien, la règle de base de la criminologie, c'est tout simple. Un enfant de 4 ans le comprendrait. Les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Si on ne les arrête pas, ils continuent. À force de continuer, ils montent d'un cran à chaque fois. Et voilà comment, à la fin, on arrive à braquer le plus grand musée du monde, jusqu'au jour d'aujourd'hui et jusqu'à l'heure où on se parle, impunément. Personne n'a été encore arrêté. Et, bien entendu, des trésors ont été volés. Voilà le cadre dans lequel il faut réfléchir et penser à cette affaire de vol des bijoux et de braquage du Louvre. Il y a eu un défaut de fonctionnement de l'appareil d'État. Xavier Hofer, vous dites quelque chose de très juste qu'il faut, pour moi, pointer du doigt. Effectivement, c'est ce manque de présence, de cadre, et ça me fait penser, en fait, vous venez de me faire repenser à ces déclarations à l'époque de François Bayrou. Enfin, à l'époque, en fait, on change tellement de Premier ministre toutes les 2 secondes qu'on s'y perd, mais c'était il y a quelques semaines, finalement, c'était le 28 août. C'était François Bayrou qui disait qu'il n'avait pas pu faire de consultation à Matignon puisque les ministres étaient en vacances. Ça avait choqué un petit peu la toile, mais il faut effectivement en être choqué parce que moi, je trouve que ça va plus loin. Là, ce sont des bijoux impériaux. C'est notre histoire qui est touchée. Mais ça veut dire que autre chose pourrait être attaqué pendant que les ministres ont les yeux tournés vers eux-mêmes, peut-être, ou vers leur possible stabilisation, s'il en existe la possibilité. C'est très, très inquiétant et ça en dit beaucoup, Xavier Hofer. Voilà, d'autant plus que le système politique français, l'État-nation français, a été conçu d'abord sous la forme monarchique, après ça sous la forme impériale, et enfin avec un héritage séculaire sous la forme républicaine. Songez que l'État-nation français est le deuxième le plus ancien du monde. Il y a naturellement eu des empires en Orient, au Moyen-Orient, en Asie, etc. Mais le plus vieil État-nation au monde, c'est bien entendu le Vatican qui existe. Alors sa forme est très spécifique, c'est une théocratie, etc. Mais juste après, vous avez l'appareil d'État français qui, au fond, marche, fonctionne avec des hauts et des bas, comme on le sait tous quand on a lu un peu les livres d'histoire, depuis plus de 7 siècles. Il n'est pas possible qu'il n'y ait pas de tradition de gouvernement. Et la tradition du gouvernement, elle est encore paléo-monarchique, c'est-à-dire que tout le monde regarde le roi et les hauts fonctionnaires, les quelques centaines de hauts fonctionnaires, c'est-à-dire préfets, directeurs d'administration centrale, gèrent l'État en fonction des goûts, des envies, des humeurs, des desiderata du monarque. Maintenant, le monarque n'est plus à perpétuité de sa élection divine ou autre jusqu'à sa mort.
c'est un monarque temporaire, mais c'est un monarque quand même. Donc, les hauts fonctionnaires en question qui dépendent du sommet de l'État pour des prébendes, pour des postes intéressants, pour des recasages, etc. Ils n'ont pas été longs à s'apercevoir que M. Macron était un néolibéral absolu, comme M. Starmer à l'heure actuelle en Angleterre, et comme M. Biden auparavant aux États-Unis, et qu'en conséquent, les problèmes de sécurité, ils s'en foutaient, pour dire les choses clairement, qui considéraient ça un petit peu comme, vous savez, Cro-Magnon, Néandertal, c'est des vieux trucs, moi je suis un libéral, je veux la fluidité absolue. Alors bien entendu, chaque fois qu'il y a des contrôles, ben, ça ralentit la fluidité. Donc c'est ça l'idéologie de ces individus, et dès que le sommet de l'appareil d'État a flairé ce que ressentait, ce que voulait, ce qu'aimait M. Macron, qu'ils allaient subir pendant 5 ans et même plus, hein, pendant 10, eh bien, ils n'ont pas été longs à se désintéresser de ces affaires-là. Et c'est cela qu'on paye aujourd'hui. Voilà la cause majeure du dysfonctionnement de la sécurité en France sur tous les plans. C'est-à-dire les cambriolages, c'est-à-dire les pillages des campagnes, c'est-à-dire la sécurité des gens de la base, de tous des Français, etc. C'est-à-dire, on l'a vu, des attentats terroristes, c'est-à-dire des gros braquages de bijouterie et de joaillerie, parfois à 100 mètres de l'Élysée. Tout ça tout ça provient d'un dysfonctionnement majeur qui est le manque de considération du sommet de l'État pour les affaires de sécurité des Français. En gros, ils s'en tapent. Julien? Plusieurs choses. Je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Hofer. En fait, si ça a été possible, c'est parce qu'on a donné la possibilité à ces braqueurs d'exercer leurs méfaits. Et ça envoie un message symbolique terrible, c'est-à-dire le fait que la France n'est pas capable de protéger ses joyaux. Et ça envoie une image de nous à l'international qui est encore une fois négative. Bon, j'ai envie de dire, maintenant, on commence à avoir l'habitude depuis le règne extrêmement long de Macron. Et je pense qu'on peut considérer ce braquage, alors j'aime pas trop cette expression parce qu'elle est un peu utilisée parfois à tort et à travers, mais je pense que dans ce cas précis, ça peut vraiment s'appliquer. C'est le braquage du siècle. C'est-à-dire qu'en 2003, on a eu le braquage du Diamond Center à Anvers. Donc Anvers qui est la ville des diamants. C'était un braquage extrêmement sophistiqué parce que le Diamond Center était c'était une forteresse. C'est ce qu'on appelait l'école de Milan, donc des malfrats italiens, notamment le cerveau qui était Nobartolo, qui était un Italien donc qui venait de cette école de Milan, qui était connu pour être des experts en serrurerie, en métallurgie, etc. Donc là, on a affaire à un braquage sophistiqué. 100 millions, le butin à peu près, donc de diamants, d'or, d'argent liquide. Ensuite, on a eu le braquage en 2013 de l'Intercontinental Carlton. Donc là, 113 millions, qui était considéré comme le plus gros braquage à ce jour. Et désormais, eh bien, on a malheureusement le braquage du Louvre parce que la problématique, c'est qu'on a à la fois les diamants qui ont une valeur propre, du fait que ce sont des pierres précieuses, mais c'est aussi une valeur qui est de l'ordre de l'inestimable puisque c'est lié à l'histoire de France et ça faisait partie intégrante de notre patrimoine. C'est comme si vous voulez la Joconde. C'est extrêmement difficile de déterminer le coût que représente la Joconde tant elle a une valeur inestimable. Donc là, on a affaire, je pense, au braquage du siècle, alors qu'au final, il a duré 7 minutes. Et par exemple, par rapport au Diamond Center, où il y avait vraiment tout un dispositif extrêmement sophistiqué pour réussir à pénétrer dans les lieux, là, ça s'est fait, on va dire, je dis pas qu'il n'y a pas eu de préparation, il y a forcément eu une préparation, mais on a l'impression que ça s'est fait d'une manière beaucoup plus simple que le Diamond Center. Donc ça rajoute, si vous voulez, à l'humiliation généralisée de ce braquage. C'est ça, parce que Julien, rappelons-nous des dernières déclarations de Rachida Dati, qui est ministre de la Culture, qui a dit que c'était des professionnels, que les musées sont une nouvelle forme de criminalité, la cible de nouvelles formes de criminalité. Mais la réalité, c'est que ce ne sont pas des professionnels. C'est ça aussi Xavier Hofer qui en dit long. Ils ont quand même déployé, limite, ça avait été une grue, ça aurait été pareil. Ils ont déployé une échelle en plein jour, un dimanche. Pardon, mais j'appelle pas ça du professionnalisme. J'appelle juste ça. Ils étaient à la tronçonneuse. Qu'est-ce que c'est que ce professionnalisme, Xavier Hofer ? Non, c'est... alors d'abord, il faut savoir une chose, que la population française en général ne sait pas. Une opération comme celle-là est un acte de commando, c'est-à-dire qu'en un laps de temps très limité, répété
ailleurs bien entendu, pas sur zone, des dizaines de fois, des individus usant d'outils dont ils ont la totale maîtrise et fiabilité. Quand vous montez sur un braco, quand vous allez monter une opération de commando, vous n'allez pas utiliser des techniques et vous servir d'instruments que vous ne connaissez pas par cœur. De même qu'un chirurgien ne va pas opérer un patient avec des instruments qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît mal. Donc, c'est pas une question d'utiliser des instruments sophistiqués ou simples. Il y a une mission à accomplir. Il y a un acte à faire et de même que vous ne sautez pas en parachute avec un parachute dont vous ne connaissez rien ou vous ne faites pas l'ascension de l'Everest avec du matériel que vous connaissez mal, la simplicité, le fait que le matériel en question ne tombera pas en panne durant l'action, le fait que vous ayez une parfaite maîtrise de la fiabilité des instruments dont vous allez vous servir et une parfaite connaissance après répétition des gestes que vous devez accomplir, ça c'est essentiel. Donc, il ne faut pas du tout dire oui c'est des nuls parce qu'ils sont servis d'une disqueuse à 2 balles, etc. Donc pour vous, ce sont effectivement des professionnels. Ce sont des outils professionnels. Deuxièmement, la réflexion de Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui a été préfet de police avant, encore une confusion des genres entre les activités professionnelles et les activités politiques, mais passons. Et Madame Dati, ils nous refont le coup. Vous savez, j'ai déjà utilisé cette boutade, mais elle fonctionne très bien. Au Texas, où le passé de ce pays a été celui des grands troupeaux, des cowboys, etc., il y a une formule qui dit fermer l'écurie à clé une fois que le cheval a été volé. C'est encore une fois ce que nous raconte Madame Dati, qui découvre la Lune dans un bassin, par exemple, on attaque les musées. Ok, ça fait des années qu'on attaque les musées. On a attaqué dans le dernier mois 2 musées, un à Limoges et le Muséum d'histoire naturelle de Paris. Alors si on avait le moindre sens de l'anticipation des menaces, du fait que là aussi, c'est une banalité, quoi. C'est une sorte de proverbe. Gouverner, c'est prévoir, et les gens qui nous dirigent depuis des années ne prévoient jamais rien. Chaque fois, ils se font surprendre. On a kidnappé Madame Kardashian à 200 mètres de l'Élysée, ils n'avaient rien vu venir. Voilà. Donc là, quand vous avez une opération de commando comme celle du Louvre, vous avez des individus qui ont dû s'introduire physiquement ou par voie électronique, on le verra plus tard, à l'intérieur d'un système et d'un dispositif sécurisé, qui est le musée du Louvre. Vous avez eu des actes de surveillance, vous avez eu des actes de repérage, vous avez eu ceci et vous avez eu cela. Cela a pris des semaines. Vous avez des individus qui ont dû se téléphoner, se concerter, se déplacer sur le territoire pour faire tout ça. Vous avez des individus qui ont dû voler des scooters, vous avez des individus qui ont dû acheter ou voler des disqueuses du matériel. Tout ça, c'est la phase exploratoire, avant la phase d'action. Pareil pour la chirurgie. On n'opère pas quelqu'un, on n'ouvre pas le ventre de quelqu'un comme ça au petit bonheur en disant tiens, bah, il a l'air d'avoir mal au bide, alors hop, on va ouvrir ça, etc. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez la phase exploratoire, en matière, maintenant entendu, chirurgicale. La phase exploratoire, c'est des explorations biologiques, on va vous faire des prises de sang, des explorations radiologiques pour voir si c'est bien votre appendice, etc. Et uniquement à la fin, vous avez une phase très réduite dans le temps d'action pendant laquelle vous allez agir. La phase exploratoire du vol au musée du Louvre a forcément été longue et minutieuse, autrement il n'aurait pas pu faire tout ça en 7 minutes. Voilà. Et donc rien de ça n'a été vu, ni repéré, ni surpris ni décelé auparavant. Et chaque fois, ils ne voient rien. C'est-à-dire que nous avons une police française et une justice française. Ça n'est pas de leur faute. On y reviendra. C'est de la faute du commandement. Les outils de l'appareil d'État, c'est-à-dire l'outil policier et l'outil de la justice, n'est pas capable de se réformer lui-même. Il a fallu Clémenceau, politique au sommet, pour dire à la police arrêtez de travailler comme au XVIIIe siècle et créons les brigades du Tigre. Ce travail n'est plus fait aujourd'hui. La police française et la justice française fonctionnent comme en 1950, c'est-à-dire commission d'une infraction,
enquête de police, arrestation des coupables et déferment à la justice. C'est 1950, c'est le commissaire Maigret. C'est plus comme ça qu'on bosse aujourd'hui. Et le fait qu'on continue à travailler comme ça aujourd'hui est d'autant plus scandaleux que la nouvelle méthode de travail, c'est-à-dire l'anticipation des menaces, c'est-à-dire de prévoir, de chercher les symptômes, de chercher les signes avant-coureurs, de chercher ce qu'on appelle les signaux faibles, de chercher ce qu'on appelle les ruptures d'ambiance. Tiens, il n'y avait rien ici, il y a quelque chose, pourquoi? Ou à l'inverse, il y avait quelque chose, pourquoi ça y est plus aujourd'hui? Rien de ça n'est fait, et ce travail-là a été fait dans les enquêtes sur le terrorisme. Dites-vous bien qu'il y a eu des attentats terribles en Europe, on le sait tous, entre 2015 et 2017, voilà, c'est-à-dire le Bataclan, c'est-à-dire les terrasses, c'est-à-dire la vague d'attentats à Bruxelles, c'est-à-dire Barcelone, etc. Pourquoi ces attentats ont-ils cessé? Parce que les islamistes ont décidé d'être gentils et d'arrêter de travailler ou de se retirer dans un ashram en Inde? Pas du tout. Parce que grâce à des méthodes nouvelles fondées sur l'intelligence artificielle, vous avez les signes avant-coureurs, les symptômes d'une opération comme celle des terrasses et du Bataclan sont désormais décelables dans l'hyperespace. On sait le déceler. De même que certaines prises de sang en médecine permettent de déceler les signes avant-coureurs de l'existence d'une maladie grave, etc. Là, c'est pareil. Et donc, depuis qu'on a inventé ces méthodes de travail-là fondées sur l'intelligence artificielle, vous remarquez qu'en matière de terrorisme, on arrête les terroristes avant le passage à l'acte. Depuis 2020, on a dû arrêter une cinquantaine d'individus ou d'équipes en Europe qui préparaient des attentats, mais dont la préparation a été décelée grâce aux méthodes. On ne peut pas aller loin dans les détails sur les méthodes en question, mais c'est couvert par le secret de défense. Mais malgré tout, ces méthodes-là existent. Et désormais, en matière d'attentat, quand un individu débarque quelque part du côté du sud de l'Espagne en venant du Maghreb, le signalement est donné jusqu'à Stockholm dans la minute et jusqu'à Varsovie et jusqu'en Roumanie, c'est-à-dire de tout le territoire de l'Europe. Cela n'est pas fait pour le banditisme. Cela aurait dû être mis en place et instauré dans les dernières années, et ça ne l'a pas aidé parce qu'on a eu des ministres qui s'occupaient de leur carrière personnelle et qui voulaient rien faire à long terme parce que ce travail de long terme ne leur permettait pas le soir même de passer aux 20 heures à la télé pour leur petite gloriole. Voilà ce qui s'est passé. On voulait passer avec vous à un autre sujet, évidemment, hein, tout ce qui s'est passé au Louvre en dit long sur ce qui se passe, mais il y a un autre sujet qui en dit très très long aussi sur l'état de la France, sur la sécurité, sur notre sécurité, sur la sécurité des enfants aujourd'hui dans notre pays, et sur aussi le contrôle de personnes qui n'ont pas à être présentes en France. Mais aujourd'hui, on voulait plus profondément revenir sur le procès d'Abia Benkired, qui est la meurtrière de la petite Lola. Là, depuis, donc c'est le 3e jour qui s'entame aujourd'hui, ça a commencé vendredi dernier. Chaque déclaration est plus douloureuse à entendre les unes que les autres, hein, d'ailleurs. C'est absolument abominable. D'ailleurs, on va vous passer quelques extraits. Il y a certaines personnes qui se sont notamment émues de ce qui s'est passé. Parfois, certaines ont assisté. On va passer peut-être, Pierre, j'attends un petit signe de ta part, si on peut passer la vidéo de la journaliste sur CNews qui est en pleurs suite à ce qu'elle raconte, ce qui est dit d'ailleurs pendant les procès. C'est absolument abominable. Déjà, est-ce que vous avez pu suivre un petit peu ce qui s'est passé ces derniers jours ? Bien entendu, on le suit professionnellement parce que tout ce qu'on apprend nous permet, en tant qu'enseignant, de former à partir d'exemples nouveaux et récents les futures générations de criminologues, de policiers, de magistrats, de responsables de la sécurité, de responsables de la médecine légale, etc., ce qu'on fait depuis des années. Et deuxièmement, parce que c'est un cas qui est très caractéristique, effectivement. Alors, je voudrais, si vous voulez, d'abord tordre le cou à un canard gauchiste qui est celui de la récupération. Quand on s'intéresse à un crime, on s'intéresse à un crime non pas par goût du morbide ou par goût de je ne sais trop quelle volonté de nuire à X ou à Y, on s'intéresse au phénomène criminel comme un physicien s'intéresse au phénomène physique, comme un chimiste s'intéresse aux réactions des substances, des molécules qu'il a devant lui en train d'interagir.
et ça n'est en rien une récupération, ni même dans le domaine politique. Quand le général de Gaulle part à Londres, il n'a pas l'intention de récupérer quoi que ce soit pour sa carrière personnelle. Il accomplit un acte politique qui est un acte de sauvegarde, et on pourrait citer des exemples comme ça, innombrables, dans l'histoire de France. Donc assez de cette histoire de récupération, parce que eux, je parle de la gauche médiatique, quand ils s'intéressent à un sujet, c'est de l'indignation, et quand c'est la droite, c'est la récupération. Donc, tordons le cou à ce canard et intéressons-nous aux phénomènes criminels pour ce qu'ils ont à nous apprendre dans un objectif de critique positive, c'est-à-dire pour éviter que ça se reproduise à l'avenir, pour éviter qu'il y ait d'autres homicides horribles, etc. Alors, première réflexion. Quand on laisse des gens entrer sur un territoire, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur, quelle que soit l'ethnie, la race, etc., de celui qui rentre, il y a lieu d'exercer un contrôle. Le contrôle en question doit être physique et mental. Il faut savoir si les individus qu'on laisse entrer sur le territoire français ne sont pas porteurs de germes ou de maladies, etc., qu'il faudra d'abord soigner chez les porteurs de ces germes pour leur propre santé, qu'ils soient immigrés ou qu'ils soient français. La médecine doit être appliquée à tous indifféremment. Et puis deuxièmement, à savoir s'ils n'ont pas subi des traumatismes mentaux ou si leur état mental ne met pas en danger la population de la France. Là aussi, il faut rappeler les grands principes. Raymond Aron, Guerre et paix entre les nations, quelque part vers 1992, quel est le boulot, quel est le job des gens qui dirigent un État-nation? C'est de faire en sorte que la nation qu'ils gouvernent soit respectée à l'extérieur et en paix à l'intérieur. C'est tout simple. Le travail de M. Macron, s'agissant de la France, de M. Starmer, le Royaume-Uni, de M. Merz, l'Allemagne, c'est respecter à l'extérieur pour pas être envahi et en paix à l'intérieur pour pas que la population soit traumatisée, choquée, etc. Et quand on laisse rentrer n'importe qui, eh bien, naturellement, ça n'est plus la paix civile. J'ai posé 100 fois la question et je n'ai jamais eu de réponse, et j'imagine que cette question, vous la posez aussi. Pourquoi laisse-t-on entrer sur le territoire français des dizaines de milliers de jeunes hommes provenant de zones de combat dans lesquelles, je parle de l'Afghanistan, je parle de l'Irak, je parle de la Syrie et de pays comme ça, zones de combat dans lesquelles les individus en question ont pu acquérir des connaissances militaires qui les rendent dangereux, ou ont pu être traumatisés par des scènes qu'ils ont vécues ou par des actes qu'ils ont subis et qui les rendent après ça dangereux pour la population. Ça ne devrait pas être le cas. Dans le temps, au niveau de l'Union européenne, il y a des dispositifs de sécurité dans l'Union européenne, c'est-à-dire par exemple l'Office de lutte antifraude, l'OLAF. Au moment où il y a eu les grandes poussées de migrants venus du Moyen-Orient, notamment jusqu'en Europe balkanique, en Allemagne, etc. Un des hauts responsables de cet office de lutte antifraude, qui est un magistrat d'un pays de l'Union européenne, pose la question aux dirigeants de l'Europe. Ils disent, mais attendez, peut-être qu'il faudrait simplement les faire vacciner, etc. Ou alors repérer ceux qui sont malades pour les soigner, dans l'idée que ce qu'ils amenaient de l'extérieur comme éléments dangereux, on a vu que ce n'était pas uniquement des éléments dangereux dans le domaine de la santé. On a vu, par exemple, que certains des terroristes qui ont attaqué sur les terrasses ou en Belgique, etc., en 2015-2016, étaient cachés parmi les migrants qui arrivaient à travers la Turquie vers la Grèce et qui après ça remontaient vers l'Autriche et l'Allemagne. Donc ce n'est pas un danger hypothétique ou imaginaire, c'est un danger très réel. Alors, l'Union européenne n'a rien fait, c'est-à-dire que quand ce magistrat a posé la question ouvertement au Conseil, il a eu droit à un silence de mort et des gens qui regardaient leurs pieds sous la table et qui voulaient surtout pas avoir à prendre position là-dessus, et donc par lâcheté, par idéologie ultralibérale, etc., ce problème n'a pas été réglé. Et on le subit en France, et si ce problème avait été traité, la vraisemblable meurtrière, parce qu'elle n'est pas encore condamnée, aurait... Voilà. Donc, cette femme-là n'aurait pas dû entrer en France parce qu'elle n'avait pas l'équilibre mental qui lui permettait
pourquoi pas accueillir des femmes et des enfants? On n'est pas des sauvages, les Européens ne sont pas des sauvages, mais des gens qui présentent un danger mental ou de jeunes hommes aguerris, les Afghans qui ont été poignardés des gens à Strasbourg ou dans le 2e arrondissement de Paris ou des individus de cette nature-là, c'est naturellement très grave. On met des gens qui sont censés protéger la nation française, mettent la population française en danger en pareil cas. Vous disiez quelque chose il y a un instant qu'il faut vraiment garder en tête, notamment sur le profil des personnes qu'on laisse rentrer dans notre pays, de vraiment analyser au-delà de l'aspect médical si mentalement ils sont stables. Ce qu'il y a d'étrange, c'est que Dabia Benkired le disait, je ne veux pas et je ne voulais pas retourner en Algérie parce qu'elle est originaire d'Algérie, parce que mon père était quelqu'un de violent. D'ailleurs, j'avais peur de retourner là-bas. Je sais, et elle a accepté, elle a effectivement conscience que ce qu'elle a fait aujourd'hui en France, elle n'aurait jamais pu le faire en Algérie. Et c'est ça aussi qui est assez perturbant et qui... j'ai pas les bons mots, mais fout les nerfs, en gros, c'est de se dire qu'aujourd'hui, les gens viennent en France et ils font tout ce qu'ils font aussi, enfin quand je parle dans l'aspect criminologique, dans les délits, etc., parce que la France leur permet de le faire puisqu'elle ne les punit pas suffisamment en réalité. Et plus personne ne craint aujourd'hui la France, à part quelques Français qui restent bien alignés, qui payent leurs amendes, qui payent leur stationnement parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes avec la justice, quoi. Je vais vous dire... je connais bien le Maghreb, j'ai enseigné, j'ai eu des contacts nombreux et fréquents avec les autorités algériennes et marocaines. En tant que criminologue, j'ai eu beaucoup d'étudiants, naturellement, venant des pays maghrébins francophones, juste de l'autre côté de la Méditerranée. Donc, c'est un cas que je connais très bien. Ils considèrent, pareil pour... les pays de l'Afrique subsaharienne, pareil au Sénégal, pareil au Mali, ils considèrent qu'à partir du moment où leurs enfants sont chez nous, c'est nous qui sommes responsables de leur éducation. Et que si on ne le fait pas, tant pis. Moi, je peux vous garantir, j'ai parlé une fois, j'ai eu des longs échanges avec un colonel de la gendarmerie nationale sénégalaise, qui était un gaillard qui faisait 1m90. Il disait, moi j'ai honte de venir en France parce que ce qu'on voit à la télé, c'est des petits qui viennent de chez nous, qui ont pillé les lycées, machin, etc., les trafics de drogue et tout. Et c'est honteux parce que, naturellement, au Sénégal, ils n'oseraient pas en faire le 100e. Et le colonel, qui vous dit qu'il était un colosse, m'a dit « Vous me mettez 3 semaines en Seine-Saint-Denis, vous allez voir que ça va changer. » Eh bien, je dis « Voilà une bonne idée. Prenons... » Alors, l'armée, naturellement, elle est chargée de tuer les gens, donc c'est hors. Mais la gendarmerie, qu'elle soit algérienne, marocaine ou sénégalaise ou malienne, la gendarmerie, elle n'est pas faite pour tuer les gens, elle est faite pour maintenir l'ordre. Alors, faisons-les venir et mettons-les en place pour qu'ils conseillent aux policiers français les bonnes méthodes. Et à partir du moment, le colonel, naturellement sénégalais, était sénégalais. C'est-à-dire que quand il agit en France, on ne peut pas l'accuser de racisme. Vous comprenez? Donc je pense qu'il y a des méthodes très simples qui permettraient de faire en sorte que les gens, nous ne sommes pas en guerre. Ces histoires de guerre civile sont des sottises. Ce qu'il faut, c'est rétablir l'ordre sur le territoire français. La gendarmerie nationale peut le faire, mais elle serait utilement conseillée par leurs collègues, leurs amis, leurs frères d'armes des pays où on a créé des gendarmeries, c'est-à-dire les pays du Maghreb et les pays de l'Afrique subsaharienne, pour essayer de rétablir l'ordre dans certains quartiers, ce qui n'est pas fait à l'heure actuelle. C'est tout à fait intéressant, je trouve, d'imaginer ce cas de figure. Et c'est drôle parce qu'il a été appliqué, il n'y a pas très très longtemps, au moment des Jeux Olympiques. Qui se souvient de Paris, où il y avait des gendarmes de toutes les origines, d'ailleurs de plusieurs pays, que ce soit européens, et d'ailleurs qui étaient venus... alors, à Paris, est-ce que c'était simplement pour, un peu ce côté culturel, de dire que c'était un peu la fête, ou alors est-ce que c'était aussi pour montrer la présence militaire, d'une certaine manière, de ces pays-là? En tout cas, c'est que ça a été possible. Est-ce qu'ils avaient le droit d'agir? Ça a lieu tous les jours avec la police roumaine, par exemple, pour les nomades.
Il y en a constamment. Il y a même la gendarmerie nationale française a ouvert un poste à Bucarest et échange sur ces sujets-là parce que, bien entendu, une fois qu'on passe les frontières, ben, on est tranquille. Donc, il fallait pas que ça puisse être le cas pour de jouir du profit des vols. Donc, il y a des coopérations internationales. Utilisons ces capacités-là. Et donc, par conséquent, je pense que un colonel de la gendarmerie royale marocaine ou de la gendarmerie nationale sénégalaise ou algérienne est très qualifié pour savoir la dangerosité d'éléments qui viennent de leur propre pays. Et à l'heure actuelle, alors s'ajoute à ça un événement circonstanciel, c'est que l'Afrique ne supporte pas Monsieur Macron. Chaque fois que je vais en Afrique, on me dit, toi on t'invite parce que t'es notre ami, mais l'autre on veut pas le voir, quoi. Alors, naturellement, ça facilite pas les choses. Écoutez-moi bien, parce que les gens ne le savent pas, ça. Monsieur Macron va en Algérie. Il commence à se rouler par terre avec la colonisation, le génocide, crime de guerre, le colonialisme. Mon Dieu, quel honneur, quelle horreur. Et le soir même, un haut dignitaire algérien, haut dignitaire, un de mes anciens étudiants, le bénéfice de l'âge, c'est qu'on peut avoir des étudiants qui ont grimpé dans les grades et qui sont devenus des grands chefs. Il me téléphone et il me dit, mais il est complètement fou, ton président. On lui a jamais demandé ça. C'est pas nous qui avons demandé à ce qu'on des excuses sur le colonialisme. Et il rit parce qu'il a été mon étudiant. Il me dit, qu'est-ce qui se passerait si toi, à l'Institut de criminologie, tu bassinais tes étudiants avec la bataille de Verdun? Ils ont, pardon de parler, mais c'est familier, mais ils en ont rien à foutre de la bataille de Verdun. Donc il dit, chez nous, la guerre d'indépendance, elle a 70 ans. La majorité de la population algérienne a moins de 30 ans. Ils veulent des jobs, ils veulent des visas. La guerre de libération nationale, ils n'en ont rien à secouer. Vous comprenez qu'on a des gens qui ont des idées en tête, qui n'écoutent pas ce que leur disent leurs propres diplomates et qui, après ça, vont se prosterner devant des gens. Alors, le plus dingue, c'est des gens qui ne leur ont pas demandé. Oui. Voilà, c'est ça la réalité. Pourquoi? Parce que dans sa petite idée, on avait été terriblement méchant comme colonisateur, alors il fallait qu'il aille se rouler par terre et s'excuser. C'est tellement c'est tellement masochiste en fait comme comportement, et c'est masochiste d'ailleurs parce que il y a que d'ailleurs, et je sais pas ce que vous allez en penser, Xavier Hofer, mais il y a que les occidentaux et plus précisément les blancs qui vont s'excuser à chaque fois de toute leur histoire qui pèse sur les épaules. Il y a un moment, il va falloir peut-être avancer. C'est quand même assez dingue, surtout quand c'est pas demandé dans ce sens. Oui, d'autant plus que, en tout cas dans les instances régaliennes des pays du Maghreb ou de l'Afrique, vous avez des gens qui proviennent de sociétés guerrières. C'est-à-dire vous avez des Berbères, vous avez des Kabyles, vous avez des tribus dans l'Afrique subsaharienne qui étaient des tribus guerrières. Et pour tous, il y a la notion, même chose avec la Turquie. Vous avez une notion qui est extrêmement importante, c'est la notion de paix des braves. On s'est combattu, on se regarde dans les yeux, terminé, maintenant on passe à autre chose. Je vous garantis que quand je suis arrivé à Alger pour m'occuper de l'Institut de criminologie qu'ils étaient en train de créer, j'ai interrogé mes anciens étudiants, je leur ai dit, mais vous savez, moi en France, je suis un mec de droite, etc. Ils ont dit, c'est pas le problème. On s'est battu, on s'est foutu sur la gueule pendant la guerre d'indépendance. Maintenant, c'est terminé. On se serre la main, on se regarde dans les yeux, on passe à autre chose. La guerre est quelque chose qui doit avoir un commencement et une fin. Vous avez vu, notamment nos amis américains qui n'ont pas bien conscience de ça, le fait de déclencher des guerres sans fin, c'est abominable. 30 ans après, ça dure encore et ça n'en finit pas. On gratte les plaies, donc elles s'infectent de plus en plus. Et voilà, il faut qu'un combat ait eu un début et une fin. S'agissant des gens qui maintenant dirigent en Algérie ou même au Maroc, il y a 30 ans, des gens comme moi et des gens comme eux se serions entretués, bien entendu. Mais c'est fini. Voilà, le monde a changé, les jeunes générations ont besoin de quelque chose, il faut les aider à avoir ces choses et pour ça il faut coopérer. Je vous garantis que les problèmes qu'on a avec les pays du continent africain, le jour où il y a un président en France ou une présidente un peu sérieux qui est capable d'aller voir les gens, les regarder dans les yeux et dire bon, ok, terminé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tout sera réglé dans l'heure.
Tout sera réglé dans l'heure. Mais ce qu'il ne supporte pas, c'est les gnangnans du style C'est tellement colonialisme, hypocrite en etc. plus, il en pense pas une Non, seconde. c'est rien, bien entendu. C'est Voilà ce qui se passe. On va revenir quand même sur le sujet, enfin même si c'est totalement lié, évidemment, hein, les relations internationales et géopolitiques sont étroitement liées dans cette situation-là, parce qu'on sait qu'actuellement on joue un petit peu un jeu dangereux avec l'Algérie, hein. C'est vrai que les relations sont tendues, on pense toujours à Boualem Sansal qui est emprisonné en Algérie, et on pense bien à lui parce qu'on se rappelle qu'il avait été arrêté dans le cadre de certains propos parce qu'il avait la liberté de dire ce qu'il pensait tout haut, en France en tout cas. Pour le profil de Dabia Ben-Kired, je pense que grand nombre sont surpris des déclarations qui sont en train de sortir au fur et à mesure des jours qui passent. On a notamment la médecin légiste qui a expliqué la manière dont avait été tuée Lola dans le détail. On se souvient aussi que Dabia Ben-Kired a nié avoir violé Lola. Ce sont des détails qui sont morbides et je suis désolée pour nos auditeurs. Peut-être que vous, Xavier Hofer, je sais pas si vous vous habituez, on s'habitue peut-être certainement jamais à ce genre d'horreur, mais pour nos auditeurs, il est 9h20, je suis désolée de vous en parler, mais il faut en parler. Il y a des révélations qui sont faites par des professionnels autour de cette affaire-là, qui sont extrêmement choquantes et qui sont de l'ordre de l'inimaginable. On parle même de sorcellerie. C'est d'une cruauté qui est sans nom. On voit une vidéo qu'on va passer en parallèle. On va pas il y aura pas d'éléments sonores. On va la passer à côté de justement c'est une malle dans laquelle est Lola. C'est le Parisien qui a sorti cette vidéo. Tout est atroce. On se croirait. Moi, je vais vous dire très honnêtement, Xavier Hofer, j'ai toujours été, je pense comme beaucoup de femmes, parce que j'ai l'impression que c'est typiquement féminin, très intéressée et assez passionnée par toutes les affaires criminelles. J'aime beaucoup écouter parce que je trouve que c'est passionnant, c'est toujours très intriguant. Sauf qu'en fait, ça a toujours été très loin de moi parce que j'écoutais beaucoup d'affaires criminelles qui étaient outre-Atlantique. Quand ça vient aussi proche de nous et quand ça touche une petite fille qui nous ressemble tellement, je ne me remets pas de ce drame et chaque mot qui sort de la bouche de Dabia Ben-Kired et chaque image qui sort comme celle qu'on voit tout de suite passer à l'écran où on voit une malle traînée par Dabia Ben-Kired avec le corps de Lola à l'intérieur. Comment, qu'est-ce qui s'est passé Xavier Hofer, pour qu'on en arrive à une telle horreur? Alors il y a fatalement, à la fin du compte, les choses sont claires. Alors d'abord, pour vous rassurer sur mon cas personnel, pendant des années, nous amenions les étudiants de l'Institut de criminologie à la morgue pour leur faire, parce que c'est des gens qui ultérieurement vont passer le concours de la magistrature ou de la police nationale. Il faut qu'ils voient des macabées, quoi. Ils vont pas passer leur vie dans un jardin plein de lycées de roses, quoi. Donc il faut qu'ils voient la dure réalité du terrain. Et donc on les conduisait à la morgue. Alors je vais vous dire quelque chose qui va vous faire plaisir en tant que femme. Au cours des années, au moment où on commençait à ouvrir, il y a une espèce de scie circulaire, de petite scie, vous savez. Alors on ouvre le thorax du défunt et puis on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Et comme souvent, vu l'endroit de l'Institut médico-légal, c'est-à-dire sur le quai de la Seine, de l'autre côté de la gare d'Austerlitz, c'était souvent des noyés et des noyés de plusieurs jours. Ils sentaient pas forcément la rose non plus et il y a eu des évanouissements. Eh bien, c'est toujours les hommes qui s'évanouissaient. Jamais les femmes ne s'évanouissaient. Devant des spectacles d'une dureté pareille, les femmes, sans doute parce qu'elles donnent la vie, pour toutes sortes de raisons physiologiques, sont plus robustes et plus résistantes que les hommes. Donc, dans un premier temps, voilà, l'agent féminine, un bref hommage à l'agent féminine et à sa solidité devant les situations dangereuses, ou cruelles ou pénibles. Deuxièmement, à la fin, c'est simple. Soit cette dame, Madame Ben-Kired, est responsable de ses actes et elle relève de la justice des hommes, soit elle n'est pas responsable de ses actes et elle relève de la psychiatrie. Le travail du criminologue s'arrête pile à la minute où l'individu n'est pas jugé responsable de ses actes. Il peut y avoir deux niveaux. Soit sa responsabilité est atténuée, soit elle est abolie. Si la personne est en crise de psychotique, schizophrénique grave,
et qu'elle s'imagine qu'elle est en train d'accomplir un acte mystique, etc., du fait qu'elle a entendu des voix dans sa tête et qu'à ce moment-là, elle n'est pas responsable de ses actes et il faudra qu'elle soit internée durablement ou peut-être même perpétuellement dans un asile à sécurité renforcée dans laquelle on pourra l'empêcher d'accomplir de tels actes. Le cerveau humain est capable de toutes les horreurs quand il est déréglé. Une fois, un individu, il y a 10 ans, quoi, s'est évadé d'un institut psychiatrique, il y est revenu par une autre porte, il a pris les 2 infirmières, il les a décapitées, il a mis leur tête sur le réfrigérateur. Vous voyez les horreurs dont est capable un individu qui ne jouit pas de sa santé mentale et qui est complètement dont la conscience basique qui est chez tous les mammifères du bien et du mal, du j'ai fait du bien, j'ai fait du mal, est totalement abolie. Donc je ne sais pas, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle. C'est à la justice et c'est pas simple parce que c'est pas qu'à tout blanc, qu'à tout noir. Il y a naturellement toutes les nuances de possibilités entre les deux. Donc à la fin, c'est simple. Soit un individu X ou Y a sa conscience, sa perception, sa vision de l'humanité, le contenu de sa boîte crânienne permet de dire qu'il n'est pas responsable de ses actes, auquel cas c'est l'internement et la mise sous ce qu'on appelle pudiquement des camisoles chimiques, c'est-à-dire des médicaments qui abolissent la capacité de l'individu de nuire parce qu'il n'en a plus la force physique, ou alors, si elle est responsable de ses actes, eh bien à ce moment-là, ça sera sans doute la réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 30 ans, c'est-à-dire le plus grave de ce que la justice peut infliger maintenant comme peine. Dans son cas, Dabia Benkaet, c'est assez perturbant puisque apparemment, hein, selon ce qui s'est passé au niveau psychologique, il y a eu des études autour d'elle pour voir si elle était en capacité déjà de se rendre au procès parce que les fous ne sont pas jugés. Mais dans son cas, en fait, elle est consciente de ce qu'il s'est passé. D'ailleurs, elle le dit, j'ai conscience que j'ai tué un ange, un bébé. Elle a du regret, etc. Et en fait, ce qui est assez... moi, j'arrive pas trop à savoir à côté de ça, c'est... elle se droguait beaucoup, en fait. Et il a été dit hier qu'au moment des faits, elle avait pris des cachets qui étaient, il me semble, pour éviter les crises d'épilepsie, etc. À côté de ça... Exactement. Elle fumait, il me semble, aux alentours d'une vingtaine de joints parfois par jour. Donc, est-ce que cette prise de substances, hein, quelle qu'elle soit... sont directement liées au psychologique ou alors c'est complètement différent et donc elle serait coupable de ces actes? Ça peut être, ça ne peut pas être. C'est forcément un des éléments de l'atténuation du jugement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le fait de se droguer, il y a 2 types de toxicomanie. Il y a la toxicomanie simple, c'est-à-dire que vous faites une ligne de cocaïne le soir avant d'aller en boîte de nuit, et puis vous recommencez la fois d'après. Ou alors, il y a les mélanges, c'est-à-dire les toxicomanes hybrides qui prennent plusieurs sortes de drogues, et en plus, des fois, les prennent en les accompagnant d'alcool, ce qui potentialise encore l'effet qui aggrave encore l'effet de certaines drogues. Donc là aussi, des analyses ont été faites. Vous savez que ça reste quand même plusieurs semaines dans le corps humain, voire plusieurs mois, voire des fois plusieurs années. Donc des éléments ont été récupérés qui permettent de juger. Les pharmaciens savent vous dire, oui, ça a un effet sur le cerveau ou pas, et l'effet est durable de tant de semaines, tant de jours, etc. Donc les éléments du jugement sont: le portrait psychologique est-elle psychotique, souffre-t-elle d'une psychose paranoïaque, schizophrène, qui la rendrait complètement impossible de voir la réalité, et dans le délire où elle est à ce moment-là, d'une certaine manière, elle pense que celui qu'elle est en train de tuer lui rend service parce que lui permettra d'aller au ciel ou de Dieu sait quoi, c'est ce qui peut se passer dans ces situations délirantes. Mais le discours qu'elle tient aujourd'hui du style oui j'ai tué un ange, ça peut être un élément d'un discours délirant. Ça peut être une autre phase d'un discours quand même délirant. C'est peut-être pas le gamin qui se rend compte qu'il a mal fait en piquant la boîte de chocolat dans un tiroir, qui dit maman j'ai fait une bêtise, etc. C'est pas la même chose. Donc les discours délirants peuvent passer par plusieurs phases, des phases hyperactives, et après ça des phases de réflexion, de méditation passive, dans lequel l'individu
se rend plus ou moins compte que ce qu'il a accompli n'est pas optimal, mais ça ne l'empêche pas que dans une phase suivante, si ça remonte, il est capable de récidiver, de réitérer. Vous voyez, c'est ça la gravité. Et la décision de la justice est redoutable à prendre. Les magistrats devront prendre en conscience une décision qui permettra d'une part de punir un crime si la coupable, à partir du moment où on décide qu'elle est coupable, est décisive. Je peux vous demander une toute petite seconde? Oui, oui, tout à fait, pas de Oui. souci. On est en direct avec. Dans une demi-heure. Et Voilà, pardon. pas de problème. Dès qu'on attaque le plus grand musée du monde, la vie du criminologue se complique un peu. Ah bah oui. Voilà. Donc Et- voilà, donc ça part un peu de tous les côtés, mais donc c'est ça la situation. La situation, c'est que d'abord, si on était dirigé par des gens qui ont conscience du fait que la population qu'ils ont, dont la mission, le président de la République française doit protéger la population française, c'est-à-dire éviter de la mettre en contact avec des individus dangereux pour des raisons criminelles ou dangereux pour des raisons psychiatriques. Et manifestement, ça n'a pas été fait. Et puis, c'est pas la première fois. Les individus qui entrent sur le territoire français dans l'idée de voler, dans l'idée de tuer, dans l'idée de piller, etc., tout ça est quand même pratiquement quotidien en France et prouve que la sécurité de la population française n'est plus assurée comme elle devrait l'être. Ça, c'est sûr. Et donc, le cas de Mme Benkired est un cas parmi des milliers atroces, bien entendu, parce que c'est le père de famille qui vous parle. La pauvre petite n'avait pas demandé ça, quoi. Elle n'avait pas demandé à être tuée. Elle avait une vie devant elle et enfin, c'est abominable, bien entendu. On a tous la gorge serrée quand on en parle, mais c'est le devoir du chirurgien qui opère, c'est d'être froid vis-à-vis de l'opération parce que il a un acte à accomplir et l'acte en question qui est potentiellement salvateur peut être dangereux si la main tremble. Le dirigeant politique, sa main ne doit pas trembler non plus parce que c'est pas une personne qui va tuer, mais c'est des milliers peut-être ou plus qu'il va mettre en péril. Donc les rodomontades, aussi en matière de politique internationale parce que on est en train de provoquer des gens là à l'est de l'Europe qui peuvent être très dangereux. Donc a-t-on les moyens de leur répliquer ou est-ce simplement pour faire le malin devant le journal de 20 heures? Donc ça n'arrête pas. Je pense que les gens qui nous dirigent à l'heure actuelle ne sont pas qualifiés. On a vu que le président qu'on a à l'heure actuelle, qui s'est présenté lui-même et qui, toute sa cour disait que c'était le Mozart de la finance, vous avez vu l'état de la finance, eh ben, c'est naturellement pas mieux dans les autres compartiments du jeu. Et le fait qu'on ait eu des ministres à éclipse dans le domaine sécuritaire, c'est-à-dire dans le domaine comment dire, de la justice et de la police et même le domaine militaire. Enfin, vous avez vu, enfin, la pauvre femme qui est ministre, je vais parler clair, la pauvre femme qui est ministre des armées à l'heure actuelle, heureusement que l'institution militaire se dirige elle-même. Parce que vous avez une pauvre femme, elle bafouille, elle dit rien, elle confond les mots, etc. Enfin, c'est hallucinant. C'est catastrophique. Toute dernière question, Xavier Hofer, parce qu'il y a quelque chose qui plane un peu au-dessus de ce procès, qui à l'époque avait fait frémir notamment sur les réseaux sociaux, ça parlait beaucoup de ça, on se croirait au XVIIe siècle avec Salem. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà eu ce cas de potentielle sorcellerie, parce que c'est ça aussi qui a avancé, la piste de sorcellerie. Le profil de Lola ressemblerait à des enfants qui sont utilisés dans des cas de sorcellerie au Maghreb. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez déjà eu ce cas? C'est sans arrêt avec les gangs nigérians. D'accord. Les gangs venus du Nigérian, c'est-à-dire au Nigeria, il y a une forme de criminalité spécifique qui provient d'associations d'étudiants qui se sont créés du temps de la colonisation et qui après ça se sont criminalisés. Ce phénomène-là est classique. Les triades chinoises ont commencé par être des sociétés patriotiques d'entraide des Chinois du Sud quand l'Empire chinois a été conquis par les Mandchous. C'est donc la criminalisation d'entités
précédemment honnête est un grand classique. Alors, dans le cas des gangs nigérians, comme ils viennent généralement du sud du Nigeria, où l'implantation des pseudo-religions vaudou, etc., est très forte, vous avez les femmes qu'on prostitue, à qui on fait des rituels vaudous pour leur empêcher de se révolter, pour dire qu'elles vont mourir, etc., si jamais elles n'obéissent pas en tout point à ce que leur proxénète leur demande. Les histoires de sorcellerie, à partir du moment où on a affaire à des affaires criminelles provenant du continent africain, et pour certaines catégories de populations les plus rétrogrades du continent en question, j'ai eu des tas d'étudiants en provenance d'Afrique ou du Maghreb qui considèrent ça avec l'horreur la plus absolue, mais chez eux ça existe quand même. De même que en France, encore dans les années 50, il y avait des rebouteux, des vieilles dames qui vous soignaient avec des herbes. Alors parfois c'est parfaitement innocent, mais des fois ça peut être quand même problématique. Vous savez, donc ces histoires-là sont fréquentes. Alors là aussi, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un dossier à l'heure actuelle, dont évidemment il est entre les mains de la justice, donc on peut pas encore se promener dedans comme on voudrait. Premièrement. Deuxièmement, il faudrait savoir quelle est l'origine précise en Algérie de la famille, parce qu'il y a certains coins, c'est des taches de léopard, vous savez, il y a certains clans, certaines familles, en plus, oui. Et voilà, mais pareil partout au Maghreb, hein, en Tunisie, au Maroc, c'est pareil. Donc vous avez des individus d'origine différente sur ces territoires-là. Vous avez des gens d'origine arabe, c'est-à-dire arrivés avec la conquête, d'autres qui sont indigènes, c'est-à-dire des Kabyles ou des Berbères, etc. Et chacun ont des traditions et des coutumes et des pratiques, qu'elles soient à la surface ou souterraine, qui sont totalement différentes. Donc là aussi, ça demande une analyse extrêmement précise, mais cette dimension de croyance en des forces occultes, etc., ne me surprend pas. C'est quand ça n'est pas avoué, c'est implicite. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'avais une étudiante dont je connaissais les parents, qui étaient au Sénégal. Cette jeune femme faisait ses études en France et les parents m'avaient demandé d'être le tuteur. Et elle venait me voir pour me parler de ses études, qui d'ailleurs marchaient très très bien. Elle a fini docteur en médecine de très haut niveau. Et donc, je lui parle parce que ça me paraissait intéressant, d'une autre étudiante sénégalaise qui était venue me voir, qui était à la fac de Dauphine. Et cette jeune étudiante en médecine, élevée en France, quoique sénégalaise, etc., brutalement, elle me dit « Ah, c'est une forgeronne ». Alors, je lui dis « Pardon ?» Et j'apprends, parce que le mot n'avait jamais été prononcé devant moi, qu'il y a des sortes de castes dans l'Afrique subsaharienne, et les gens qui étant en contact avec le feu, comme les forgerons, sont censés être proches de l'enfer, donc sont considérés un peu comme maudits par les autres couches de la société. Vous pouvez passer 20 ans au Sénégal, vous ne l'apprendrez jamais. Alors là, elle avait eu la langue un peu trop longue, je lui ai dit raconte-moi. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle me dit oui, non, c'est pas grave, etc. Et voilà. Et on apprend, et vous pouvez passer 20 ans en Afrique sans le savoir. Mais il y a des croyances, et il y a des rites, un peu comme le système des castes en Inde. Donc il y a des choses comme ça souterraines que vous découvrez un peu par mégarde et qui sont cachées d'ordinaire parce que on pense que ça intéresse pas les toubabs. Hein. Les toubabs, c'est les blancs en Afrique subsaharienne. Mais donc c'est pas des trucs pour les toubabs. Et entre eux, ils disent les affaires de cousinage, pour les affaires de tribus, on les aime pas. Vous savez, comme les footballeurs du PSG qui aiment pas les footballeurs de Marseille, ben, il y a des querelles comme ça tribales. Et tout ça, on l'ignore. Mais naturellement, une grande partie de ces affaires est anodine, n'est pas dangereuse, et relève de la rigolade. Des fois, c'est du niveau de l'histoire belge, vous savez. Mais des fois, il peut y avoir des dimensions souterraines, un peu morbides, un peu avec des cultes dissimulés, et puis des sectes. Et là, ça peut être dangereux. Alors peut-être y a-t-il quelque chose de semblable. Que ce soit vrai ou que ce soit dans son délire à Madame Benkiret, qui permettent évidemment de ne pas écarter cette hypothèse-là, qui notamment en Afrique, mais pas uniquement, et dans le monde arabo-musulman, ça existe aussi, ça existe en Asie, et donc cette dimension souterraine, occulte, si vous voulez, peut très bien se manifester à un moment ou à un autre, ça ne m'étonne pas.
On va surveiller en tout cas de toute façon les délibérés. Je rappelle, la fin du procès est vendredi. Un rassemblement est organisé à 8h devant la cour d'appel. Donc une partie de l'équipe de Frontières sera présent sur place. N'hésitez pas à vous rendre sur place aussi en soutien à la famille et pour montrer votre mobilisation. Merci beaucoup Xavier Hofer d'avoir été avec nous pour cette longueur ensemble pour parler de tous ces sujets